Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, podcast vous le savez consacré à la course à pied mais également à tout ce qu'il y a autour, et le sujet du jour parle de ces cosmétiques que vous utilisez peut-être avant ou après votre entraînement. Je reçois dans cet épisode Charlotte, athlète et fondatrice de la marque Isom Athlétique. Cette invitée a réussi à mêler passion du sport, entrepreneuriat et innovation. Alors Charlotte est une athlète spécialiste du 200 et 400 mètres, mais elle est aussi la fondatrice de la marque Isom Athlétique, une marque française qui développe des soins musculaires 100% naturels et rechargeables à destination des sportifs. Dans cet épisode, nous allons parler de récupération, d'échauffement, de préparation musculaire, mais aussi de son parcours parfois très exigeant dans l'entrepreneuriat. Comment passe-t-on d'étudiante en marketing à créatrice d'une marque de cosmétiques sportives ? Pourquoi Charlotte ne retrouvait-elle pas dans les produits du marché ce qu'elle recherchait en tant qu'athlète ? Comment aujourd'hui peut-on développer un produit cosmétique quand on part de zéro ? Et surtout, comment a-t-elle réussi à faire sa place dans un univers ultra concurrentiel quand on mise sur le naturel, la proximité et l'authenticité ? Vous allez donc découvrir les coulisses d'un projet construit pendant plus de 2 ans entre recherche, tests, rencontres et passion. Cet épisode à destination des sportifs l'est aussi à destination des jeunes entrepreneurs et à toutes celles et ceux qui aiment les projets portés avec du sens. Du 400 mètres à une marque de cosmétiques à destination des sportifs, c'est le parcours de Charlotte Levif que je vous présente dans ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Charlotte, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. Alors, on se retrouve au retour de tes vacances. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il est plus difficile de courir un 200 mètres ou un 400 mètres que de créer une marque et d'être chef d'entreprise aujourd'hui ? Probablement de créer une entreprise quand même. Le 400 mètres, ça reste court, c'est dur, mais bon, une fois que c'est passé, alors que créer l'entreprise, c'est sur du long terme quand même. Alors Charlotte, je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Tu es la fondatrice de la marque Isom Athlétique. On va discuter autour de cette marque, du produit que tu as élaboré avec beaucoup de passion, beaucoup d'investissement autour du sport, bien évidemment. Avant, je vais te laisser te présenter, que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais ou ce que tu faisais avant d'être chef d'entreprise. Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être, ici. Je m'appelle Charlotte. Je suis du coup la fondatrice effectivement, de la marque Isom Athlétique. Et avant ça, j'étais étudiante. En fait, j'ai lancé, ma marque pendant mes études, pendant mon master. Donc j'ai fait, une licence en administration et échanges internationaux et ensuite, un master en marketing digital, et en entrant en licence, j'ai commencé aussi l'athlétisme, et du coup aujourd'hui je cours surtout du 200 et 400 mètres. Dans ton parcours, tu évoques avoir créé l'entreprise pendant tes études. Est-ce que ça faisait l'objet d'un projet que tu devais monter au cœur de ce master ou pas forcément? Non, pas du tout. Il y avait pas de projet, obligatoire. Je pense que c'est surtout moi, qui ai vu la fin du master arriver, qui me suis dit: «Ah bah, va falloir trouver un travail». Sauf que je me voyais pas trop travailler en entreprise. Je sais que je me plairais pas forcément en tant que salariée, et du coup, je voulais trouver, quelque chose qui me permettait d'allier, mon sport, parce que je m'entraîne une vingtaine d'heures par semaine, et mon travail. Et un jour, j'ai fini par, regarder un peu tous mes cosmétiques et commencer à aller dans cette voie, et au final, j'y suis très bien. Alors dans cette, découverte, tu l'as dit, de l'athlétisme, est-ce que tu pratiquais d'autres sports avant? Parce que c'est très, très récent finalement. Oui, oui, alors avant, j'avais pas de sport en club. Je faisais un peu, toutes les AS possibles et inimaginables, au collège et au lycée. Mais en arrivant dans le supérieur, il y avait plus de sport obligatoire, parce que moi, je savais que j'avais besoin de faire du sport, et j'ai toujours aimé courir. Donc on m'a conseillé de tester l'athlétisme, et en vrai, j'ai assez vite accroché avec le sprint. Comment tu as évolué? Parce que tu évoques une vingtaine d'heures d'entraînement par semaine. On passe pas de rien du tout à 20 heures de sport par semaine. Comment c'est venu? Tu t'es pris vraiment de passion pour, l'athlétisme et pour les tours de piste?
Ouais, alors la première année, j'étais dans un groupe du coup avec des personnes qui débutaient et j'avais 2 entraînements, par semaine et en fait, au bout de cette première année-là, j'avais vraiment envie de tester, la compétition et puis on m'a proposé de venir tester une séance de côte et ensuite, une autre séance, un peu plus, intense et puis en fait, j'ai adoré. J'aime bien, c'est hyper challengeant et puis après il y avait forcément l'ambiance du groupe aussi, qui faisait que c'était assez sympa de le faire et ensuite, bah, une fois qu'on prend l'habitude, je pense qu'on la perd pas. Enfin, on continue à aller du coup tous les soirs, donc je suis passée de 2 entraînements à quasiment 6 par semaine, en l'espace d'1 an. Avec quels objectifs? Parce que, 200 m, 400 m, ce sont des distances très courtes, très éprouvantes pour le cardio. Tu vois des progrès très rapidement quand tu débutes cette pratique-là et tu te dis: «J'ai des capacités pour, réaliser de beaux chronos», parce que là, on est essentiellement centré sur le chrono, sur ces dixièmes, sur ces centièmes de seconde pour essayer d'améliorer course après course ces marques chronométriques. Bah, j'ai une vision du sport où c'est surtout pour m'amuser et si je m'amuse, bah, là, je vais pouvoir faire des chronos et performer. À l'inverse, si on se focus vraiment sur la performance, bah, en fait, on ne verra pas faire de chrono. Donc c'était surtout pour m'amuser, j'attendais pas forcément, quoi que ce soit. Maintenant, quand on commence, de 0, à 18 ans, bah, forcément les progrès, ils se font, quand même, assez rapidement et puis, bah, plus le temps passe et plus c'est un peu plus difficile d'aller gratter, quelques secondes, quelques dixièmes. Mais j'ai pas commencé le 400 mètres tout de suite. Au début, j'étais plutôt sur du, 60, 100 mètres, 200 et au bout de quelques années, je crois que je me sentais plus assez challengée sur du 200 mètres et du coup, j'ai voulu passer sur le 400 mètres. Les entraînements sont évidemment un peu plus difficiles, et du coup, aujourd'hui, je fais surtout du 200 pour m'amuser et le 400 plus, pour me sentir challengée, au quotidien. Donc avec une pratique en club, tu fais toujours partie d'un groupe d'entraînement, tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui te suit au quotidien pour, calibrer, là, ces entraînements avec, beaucoup de précision. Alors là, depuis quelques mois, je suis licenciée en club, hein, mais je suis plus dans un groupe d'entraînement. J'ai un coach qui m'envoie des séances et je m'entraîne, toute seule. Je pense que j'avais besoin un peu de sortir de ce truc de groupe, ou autre, parce qu'avec mon ancien coach, ça s'est pas forcément hyper bien passé, in fine. Donc là, aujourd'hui, je m'entraîne toute seule et probablement qu'en septembre, je réintégrerai, un groupe. On va parler, de ce pourquoi tu es derrière le micro aujourd'hui. Tu es donc la fondatrice d'Izom Athlétique, une solution que je vais te laisser présenter qui tourne autour de la récupération. Alors ma question c'est, la première, comment déjà on a cette envie de créer une entreprise? Tu l'as évoqué un petit peu en introduction, sortir de ses études et se projeter vers le monde professionnel. Tu ne te voyais pas enfermé dans une entreprise, donc là, c'est un premier aspect. Par contre, le sport, il avait déjà quand même dans ce projet ISOM une grande importance. Je vais te laisser le détailler. Donc déjà, comment cette, fibre entrepreneuriale est venue à toi? Bah, en vrai, je me demande si ça a pas toujours été un peu, là quelque part juste, j'avais des facilités en études donc on m'a toujours poussée à faire, des études jusqu'au bout. Avec le recul, je pense que j'étais pas tant faite pour les études que ça. Et surtout j'aime pas faire qu'une seule chose. Donc ma licence, c'était génial parce que j'avais à la fois des sciences politiques, du droit, de la sociologie, j'avais un peu de tout. Arrivée en master, je m'ennuyais déjà un petit peu plus parce qu'on était vraiment que sur du marketing. Donc je pense qu'en entreprise, de devoir travailler que sur un secteur précis, ça m'aurait vraiment déplu. Là, c'est trop bien, je fais à la fois du développement de produits, je vais au contact des clients, je fais de la vente, je fais du marketing, un peu de tout. Et pour moi, le monde professionnel pouvait pas du tout m'apporter ça. Et puis, ben, en fait, on apprend tout le temps. Donc ça, c'est aussi un facteur qui est hyper important pour moi et l'entrepreneuriat, en l'occurrence, c'était, ce qui allait me l'apporter et c'est ce qui me l'apporte toujours. Alors, est-ce que dans tes études, on t'a appris à créer une entreprise? Non. Non, non, malheureusement, on avait une petite, association en école de commerce, autour de l'entrepreneuriat, mais en vrai, je me suis surtout fait accompagner par des incubateurs, qui m'ont, bah, appris à poser un peu toutes mes idées farfelues que j'avais dans la tête, pour les cadrer un petit peu plus, et puis ensuite, ça m'a permis aussi d'avoir accès à des coachings aussi avec des personnes qui sont spécialisées dans certains domaines, parce que, c'est impossible d'être formé dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, donc malheureusement, on forme pas assez à l'entrepreneuriat, en école. Au niveau de la maturation, tu dis: «J'ai eu plusieurs projets». Il y a des choses qui, traversent un petit peu comme des électrons libres dans ta tête au niveau des idées. Comment tu t'es posé sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir ISOM? Mais je
pense que c'est surtout une question de passion du domaine, et d'intérêt. Souvent quand on est entrepreneur, on a plein d'idées, qui nous passent par la tête, mais il faut vraiment qu'il y en ait une qui accroche vraiment, et qui nous repousse un peu, dans nos retranchements parce que, bah, c'est hyper difficile en vrai d'entreprendre. Donc il faut, avoir quelque chose qui nous passionne suffisamment pour pouvoir, avancer. Et tu vois, j'avais essayé d'être community manager parce que, bah, j'étais dans le marketing, mais je me voyais pas du tout être, community manager au final, c'était vraiment pas fait pour moi. Et puis, beh, ça prend du temps d'entreprendre, donc c'est pour ça que la passion, elle est hyper importante. J'ai mis 1 an à poser un peu les bases du projet et ensuite on a eu 1 an et 7 mois de R&D, avec pas mal de difficultés, soit en termes de packaging, de formules et cetera, à faire tester. Donc forcément la passion, elle est hyper importante, pour choisir son projet. On peut pas entreprendre dans n'importe quel domaine si on n'est pas passionné, enfin, en tout cas pas sur le long terme, je pense. À un moment donné, il y a un essoufflement, je pense, que beaucoup finalement d'entrepreneurs peuvent rencontrer si le projet n'est pas, mené jusqu'au bout. Alors, de ton côté, tu l'as dit, tu mêles passion et entrepreneuriat avec donc, cette solution que je vais te laisser présenter parce qu'on évoque depuis le début de l'épisode Isom Athlétique, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière, ce produit et ce pourquoi je t'ai invité ce matin, Charlotte? Ouais, alors Isom Athlétique, c'est la première marque de soins musculaires 100 naturel et rechargeable, pour les athlètes, donc créée par une athlète pour des athlètes. Et donc on a développé un premier produit qui est un baume chauffant qu'on peut utiliser pour la préparation à l'effort comme pour, l'apaisement des tensions musculaires, des courbatures, ou autres. Et donc on l'a co-créé avec une trentaine de sportifs, qui font différents sports, donc pas que de l'athlétisme, pour pouvoir justement s'assurer que, ça conviendra à un maximum de sportifs, possible. Et donc on a vraiment des clients qui l'utilisent soit vraiment, en amont, pour aider un peu, à mieux s'échauffer en complément de l'échauffement, soit on a des clients, enfin et ou en fait on a des clients qui l'utilisent aussi après pour éviter l'apparition de courbatures, apaiser le début de petites tensions, ou autres, qu'on peut ressentir et qui peuvent parfois être, une gêne en tant que sportif. À partir de quel moment tu t'es intéressé à cet aspect de l'échauffement et de la récupération dans ta pratique sportive? Parce que c'est là qu'a germé finalement Isom et tu diras 2 mots sur, ce que signifie Isom parce que les auditeurs ne vont peut-être pas faire l'association. Comment c'est venu cet attrait pour, la préparation musculaire avant l'effort, mais aussi la récupération? En vrai, ça arrivait assez vite parce qu'en athlétisme, ça fait partie un peu du quotidien. Donc, très rapidement, on a nos coachs qui commencent à nous conseiller certains produits. On fait quand même un sport qui est assez explosif et on s'entraîne beaucoup. Donc, on a besoin de soutenir un peu, notre corps dans cet effort-là. Donc, ouais, ça a été, je pense mon coach qui a commencé à me conseiller des choses et puis ensuite, il y a pas mal de bouche à oreille entre les athlètes sur les différents produits, à utiliser. Donc ensuite, c'est juste on rajoute en fait des éléments à notre routine de préparation ou de récupération. Et Isom du coup, ça veut dire muscle en hongrois, et c'est une petite référence, à mes origines vu que je suis, bah, martiniquaise, autrichienne et hongroise. Sur le côté, récupération, tu utilisais peut-être déjà des produits. Qu'est-ce qui ne te satisfaisait pas dans ce que tu trouvais sur le marché à travers ces, baumes chauffants et baumes de récupération? Avant de m'intéresser à la composition, c'était surtout, je trouvais ça assez désagréable en termes de texture, en termes d'effet, c'était souvent des choses assez, bah, typiquement si on prend l'effet, d'un baume chauffant, souvent ça chauffe hyper fort et c'est pas forcément hyper agréable. Donc déjà dans un premier temps, c'était ça, mais bon, je me forçais un peu à les utiliser parce que c'était censé, m'aider. Et ensuite, quand j'ai fini par regarder un petit peu, les ingrédients à l'intérieur, beh, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'ingrédients qui étaient en fait, pas tip top pour nous en tant que sportifs, alors qu'on a tendance à faire quand même assez attention à ce qu'on consomme. Et puis, en parlant ensuite avec d'autres sportifs, il y avait aussi, le côté un peu ça colle sur les mains, alors que, bah, eux, ils vont s'entraîner en extérieur, ils ont pas forcément d'endroit pour se laver les mains. L'odeur aussi, on est quand même habitué à des odeurs qui sont très prenantes. Donc il y avait, pas mal de petits défauts en vrai, même avant la composition, que j'avais repérés. Et puis ensuite, en vrai, quand on parle à un sportif, très facilement, il nous sort des petits défauts, qu'il arrive à retrouver à ses produits, quoi. Alors moi, je trouvais que ces baumes chauffants, on va pas forcément citer de marque ici, Mmh. avaient tendance à chauffer, mais une fois que la séance était terminée. Alors peut-être que je les utilisais mal, dans le timing peut-être pas suffisamment tôt, mais finalement c'était, parfois sous la douche, tu vois? Où ça renforçait ce côté chauffant et là, c'était vraiment très désagréable. Alors, tu as peut-être une raison, pourquoi ces baumes chauffants vont chauffer fort une fois que la douche ou la séance a pu être effectuée?
Ouais, alors déjà, si ça chauffe très fort, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des ingrédients qui sont très irritants pour la peau et c'est justement ce qui amène cette sensation de chaleur. Comme ça, nous, on se dit: «Ah bah, si ça chauffe, c'est que ça fonctionne» et en fait, le fait que ce soit réactivé par la douche, c'est parce que c'est des molécules irritantes qui sont quand même assez grosses et qui pénètrent pas, en fait, dans la peau. Donc elles sont toujours présentes au moment où tu vas aller prendre ta douche et l'eau va venir les réactiver et effectivement, c'est pas hyper agréable non plus. Alors je trouve que ces baumes chauffants, certes, comme tu dis, ils vont chauffer, mais est-ce que c'était pas finalement des choses qui masquaient un petit peu, cette sensation de muscles échauffés? Et est-ce que c'était si pertinent que ça de les utiliser? Je suis pas sûr. Alors après, de ton regard, d'experte, je pense que là, on est sur un produit qui est totalement différent, beaucoup plus doux, mais, ce côté chauffant ne masque pas et faut qu'on soit un peu, prudent avec nos propos et très pédagogique, ça ne remplace pas un échauffement. Ça vient en Non. complément, c'est vraiment pour préparer le muscle à l'effort. Ouais, exactement. On l'utilise vraiment, en complément. Nous, on a décidé de pas mettre d'ingrédients irritants à l'intérieur. Donc on aura une sensation de chauffe qui va être, assez légère, assez modérée et qui va varier évidemment en fonction de la sensibilité des gens, aux actifs. Mais en réalité, il y a pas besoin que nous, on ressente une sensation hyper forte, de chauffe pour que ça fonctionne. Et puis, quand en fait, au-delà du fait que ce soit désagréable, hein, quand, tu as quelque chose qui chauffe très fort sur ta peau, en fait, ton cerveau, il est forcément un peu moins réactif pour te dire si tu commences à te blesser ou pas. Enfin, en tout cas, tu le ressentiras un peu moins puisque, bah, tu as déjà la le premier incendie entre guillemets, à devoir gérer. Donc c'est pas forcément, une bonne chose. Maintenant, il y en a qui aiment quand même cette sensation-là, mais il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas en appliquer parce qu'ils avaient la peau trop sensible, tu sais, ça fait des plaques, j'ai vu des garçons, à l'entraînement, en mettre un petit peu trop haut des cuisses et crier dans tous les sens, enfin, façon de parler, mais c'était presque ça, tellement c'était désagréable. Ça rejoint l'épisode qu'on a fait il y a pas tellement longtemps sur la peau avec, notre dermatologue. C'est, aussi important de prendre soin de sa peau, que ce soit le soleil, que ce soit le froid, Mmh. mais aussi sur ce qu'on peut appliquer avant ou après l'effort parce que c'est, notre protection naturelle et il faut en prendre soin. Donc ça t'a interpellé, le fait de ne pas trouver sur le marché des produits qui soient préservants et protecteurs pour la peau. C'est de là aussi qu'est, venu Isom dans ton esprit. Ouais, c'est ça et j'étais aussi, enfin déjà j'étais très étonnée parce que, bah, encore une fois, on fait quand même assez attention à ce qu'on applique, mais pour autant ce que nos coachs nous conseillent, par mes connaissances et ce qu'on trouve en parapharmacie et nous on a tendance en tant que sportifs à faire, confiance aux parapharmacies, bah, c'était pas naturel et quand fallait en trouver un, bah, fallait quand même aller chercher, hein. Il existe certaines marques, hein, qui vont avoir des produits un peu plus, un peu «meilleurs» entre guillemets pour la peau, mais moi il y avait un autre point aussi qui me dérangeait, c'était le côté, de jeter en fait, quand je m'entraîne énormément, tous les mois en fait quasiment, je jetais un petit tube à la poubelle, et du coup, c'est pour ça que je voulais absolument trouver un format, qui était rechargeable. Sauf qu'aujourd'hui sur le marché, on est les seuls à proposer du rechargeable, en tout cas au moment du lancement, on était les seuls à proposer du rechargeable. Donc c'était une autre, facette, une autre contrainte dans la recherche, dans le développement de ce produit. Monter une marque de produits, cosmétiques, là, pour l'effort, est-ce que c'est compliqué? Tu l'as dit, il y a eu, beaucoup de recherche et développement, c'est de longs mois de travail. Quand tu tapes, créer un produit ou, une marque de cosmétiques, là aussi, comme le fait de créer une entreprise, ça doit pas être si simple que ça. Quelles ont été les étapes pour, arriver jusqu'aujourd'hui au produit final qui est commercialisé et que l'on peut utiliser? Ouais, c'est long, il y a plein d'étapes effectivement. Au-delà du fait de poser l'idée, il y a le contact avec le laboratoire, donc déjà de trouver un laboratoire. C'est déjà un peu un challenge parce que, bah, on est un petit projet à la base et du coup, bah, on va pas leur commander énormément d'unités, donc et tous les laboratoires sont pas particulièrement intéressés par ça. Mais bon, nous, on a réussi à trouver un laboratoire dans le 78 qui était prêt à nous accompagner et qui en plus, ne faisait que des produits qui étaient naturels. Donc ils nous ont aussi accompagnés, sur ce côté-là et une fois qu'on a pris contact avec eux, qu'on leur a dit, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait pas dans la formule et ce qu'on aimerait avoir dans la formule, eux, ils nous font une formule sur papier. Donc en fait, ils nous, donnent les ingrédients qu'ils ont envie de mettre dedans, le pourcentage, ils nous donnent le prix que ça coûtera et si on valide, ce prix, et ben, on passe directement au test en laboratoire. Donc ils nous font un premier essai, ils nous les envoient, nous on les renvoie à nos bêta-testeurs.
pour avoir leur retour et ensuite on donne les retours au laboratoire, ils nous font un deuxième test et ainsi de suite, jusqu'au test, «final» entre guillemets du produit. Donc nous on a eu 6 si je me trompe pas, aller-retour avec, le laboratoire, hem et ensuite on passe aux tests réglementaires. Tests réglementaires, ils sont obligatoires forcément et ils peuvent quand même être assez longs. Donc on teste, le fait que la formule ne va pas, poser problème avec, le packaging. On teste, est-ce qu'il y aura un développement de bactéries possible? Est-ce que ça va irriter la peau, des personnes? Donc il y a pas mal de choses, qu'on fait tester, bah, pour être sûr que le produit soit safe en fait, hein, pour les consommateurs et tout ça, ça prend quand même énormément de temps. Nous, je sais qu'on avait rencontré un petit souci parce que du coup, en parallèle, il faut trouver les packagings, et pour les tests réglementaires, ils ont besoin d'avoir certains packagings. Moi, j'en avais mis 5 de côté, sauf qu'en fait, ils en avaient besoin de 10. Donc en fait, le temps qu'on les recommande, à la période où on les avait commandés, il y avait pas de livraison express disponible, donc ça avait mis du temps et en fait, on perd très vite du temps quand on connaît pas, toutes les petites étapes. Je pense qu'on aurait pu, le faire un petit peu plus rapidement si on avait, pu anticiper. Une fois qu'on a reçu ça, ils peuvent finir les tests réglementaires. Ensuite, c'est une toxicologue qui analyse les résultats des tests, qui, réalise ce qu'on appelle un DIP. Donc c'est, le dossier, qu'on va déposer ensuite, pour autoriser sur le marché le produit. Et puis ensuite, on arrive, au moment de la production. Nous, on a eu, des petits soucis de réception des packagings. Il y a 2 cartons qui ont été perdus, à l'aéroport. Donc pendant 2 semaines, on était bloqués parce que rien pouvait être dédouané. Et puis enfin, on arrive quand même au moment de la production, enfin, où, ça peut se faire. On a de la chance. Le laboratoire était quand même plutôt, compréhensif sur les problèmes qu'on avait eus avec les packagings. Et enfin seulement après, au total en vrai, du début de mon idée de projet au moment où on a eu le produit, ça il y a eu 2 ans et demi en fait qui se sont passés, on a enfin le produit entre les mains. Donc là, ça doit être la satisfaction de se dire: Ouais. «J'ai un produit abouti d'une idée qui était naissante, il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, eh bien, je peux vraiment proposer cette solution-là». Quand tu es arrivé devant le laboratoire avec, ta casquette de jeune diplômé, cette idée, avec cette volonté de proposer un baume chauffant pour, les sportifs et aussi pour la récupération derrière, est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux? Est-ce que tu as eu quand même un accueil qui a été positif dans cet accompagnement de projet? Parce que tu l'as dit, tu as cette volonté de jouer la carte de la proximité, des produits 100% naturels. Alors peut-être que seulement le packaging n'est pas réalisé, sur le territoire français, mais le labo, quand il t'a vu arriver, est-ce qu'il a ouvert les portes tout de suite ou est-ce que tu as dû batailler pour, faire valider un petit peu ce projet et qu'on puisse aller jusqu'au bout aujourd'hui? Non, là, j'ai eu beaucoup de chance avec ce laboratoire. D'ailleurs, c'est le seul laboratoire, hein, qui m'a répondu. Donc j'ai eu de la chance que celui-ci, accepte de travailler avec moi. Mais en fait, à la base, c'était une marque ils avaient une marque de cosmétiques qu'ils avaient lancée il y a quelques années auparavant et ils ont, ouvert en fait, leur activité à un laboratoire. Donc en fait, j'avais en face de moi des entrepreneurs en fait, qui avaient été à ma place, 3-4 ans, avant. Donc ils ont été hyper à l'écoute, ils m'ont accompagnée et encore aujourd'hui, hein, m'accompagnent. Il y a plein de choses que j'ai parfois encore un peu du mal, à comprendre sur le fonctionnement d'un laboratoire, d'un cosmétique ou autre parce qu'évidemment c'est pas mon travail, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que vraiment, c'est le seul laboratoire qui a daigné, me répondre, eux, ils étaient vraiment dans ce côté, accompagnement. Je peux leur poser des questions même sur, d'autres sujets que les cosmétiques, hein, de manière générale sur l'entrepreneuriat et ils répondent avec grand plaisir. Aujourd'hui, Charlotte, tu es toute seule à travailler chez Isom ou est-ce que tu t'es entourée au fur et à mesure de ces 2 ans et demi de personnes pour pouvoir t'accompagner? Parce que porter tout seul une entreprise, on sait que ça peut être très, très lourd. Alors tu vas te défouler sur la piste pour faire, des 200 et des 400 mètres, on l'a compris. Mais, au quotidien, comment ça s'organise chez Isom? Tu es seule ou il y a une équipe autour de toi? Alors, à la tête de la boîte, du coup, je suis seule. Par contre, depuis, 2 ans, j'ai, Mélina qui est avec moi en alternance, en communication et marketing et ensuite, de temps en temps, on accueille, des stagiaires, et après ce sera surtout, des freelances, en fait, notamment sur toute la partie, graphisme, où là, clairement, je délègue à des gens qui sont compétents en la matière. Je me vois pas pour l'instant, embaucher, en CDD ou en CDI. Je pense que j'ai pas encore cette, maturité-là, en tout cas, enfin, ça me paraît quand même, encore un peu un gros challenge que j'ai pas envie de traverser tout de suite. Mais du coup, je m'entoure quand même de freelance. On peut rien faire, tout seul, de toute façon, en entrepreneuriat, hein. Ce truc de, j'ai réussi tout seul, enfin, j'y crois pas, c'est pas vrai.
Je me suis aussi fait accompagner dans pas mal d'incubateurs, donc j'ai eu la chance d'être avec pas mal de coachs. J'ai eu des mentors aussi. Donc, d'un point de vue, purement «hiérarchique» entre guillemets, il y a personne dans la société mis à part Mélina, mais en vrai, on est, hyper entourés, pour avoir, des pros dans leur domaine. Est-ce que tu es passé par, des concours, des pitchs à réaliser devant, justement des business angels pour, lever des fonds? Parce que créer un produit, même si tu vas frapper avec, ton sourire auprès du labo, c'est pas ça qui va, générer des fonds. Alors comment tu as organisé le montage un petit peu financier? Sans rentrer dans les chiffres, hein, on n'est pas là pour, te demander, le chiffre d'affaires et autres, mais sur la démarche. Comment tu as, procédé pour avoir, cette capacité de production et de commercialisation? Alors pas de business angel, chez moi pour l'instant. Je dis pas que dans quelques années ce sera pas le cas, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas vraiment choisi cette voie-là. On a commencé en fait avec une campagne de financement participatif, donc on a fait, des préventes du baume, pour, financer une partie de la production. Alors très honnêtement, c'était pas, suffisant, pour financer l'entièreté de la production. Ça l'est d'ailleurs rarement, hein, une campagne de financement participatif et du coup ensuite, j'ai fait un prêt bancaire, pendant mes études, donc à destination des étudiants, normalement. Et ensuite j'ai fait, un prêt d'honneur couplé à un prêt bancaire. Donc j'ai été, chercher auprès de la banque, 30 000 € et j'ai eu 20 000 € de prêt d'honneur, donc qui est à taux zéro, et qui pour les femmes est assez avantageux parce qu'on a la garantie égalité femmes, et du coup on a le prêt qui est garanti à 80 si je me trompe pas et nous on n'a aucune, garantie personnelle à mettre, à l'intérieur. Donc pour l'instant, j'ai levé des fonds entre guillemets auprès de la banque, et auprès du coup de nos premiers clients. Faire sa place sur un marché cosmétique, c'est déjà pas très, très simple. Là, en plus spécialisé dans le sport, on l'a dit, il y a déjà des choses qui existent. Tes études en marketing ont pu t'aider pour, lancer le produit et te faire connaître, peut-être en allant au contact justement des sportifs sur les terrains d'entraînement et sur les courses auxquelles tu as pu participer. Oui, c'est sûr que mes études en marketing, elles ont bien aidé, et puis, sur toute la partie aussi études de marché, c'est des choses qu'on fait en cours, donc en fait, j'ai juste, testé, dans la vraie vie, la théorie qu'on nous faisait, faire à l'école, et ensuite, je pense que ce qui fonctionne bien, c'est ce côté, très, «communautaire» entre guillemets. J'essaye vraiment d'aller, à la rencontre de tout le monde, de les écouter. Là, par exemple, tu vois, on fait des petits tests dans des run clubs, donc on va directement les voir, leur expliquer le produit, leur faire tester le produit. Parmi, les gens qu'on peut voir, sur, nos campagnes, que ce soit sur le site, sur les réseaux, ce sont que des clients en fait, on prend pas, d'influenceurs, autres. On prend uniquement des personnes qui ont validé le produit et c'est quelque chose que je veux qu'on continue, à faire et je pense que ça fait un peu la différence aussi, parce qu'on peut voir en fait, un sportif entre guillemets, «lambda», sur nos campagnes et pas uniquement, des gros sportifs ou, des personnes, qu'on a payées en fait pour nous faire, de la pub et ça c'est quelque chose que je trouve hyper important. On les met aussi en valeur. On a un blog sur lequel parfois on les interviewe et cetera. Donc je pense que ce côté assez, créer une communauté fonctionne très bien et c'est vrai que nos concurrents le font un peu moins. Ils ont plutôt cet aspect, laboratoire en fait, qui font aussi des produits pour les sportifs, mais pas que. Et du coup la communication est totalement différente de quand c'est une athlète, qui continue en plus à s'entraîner, qui va pouvoir, du coup, échanger avec eux. En fait, l'impact, est totalement différent et ils se retrouvent beaucoup plus en moi, par exemple, que dans des marques, de laboratoire. Enfin moi j'appelle ça des marques de laboratoire. Aujourd'hui, tu arrives à avoir quand même quelques points de vente, des personnes qui t'ont tendu la main et qui acceptent de recevoir le baume. 100% naturel, on l'a dit et on reviendra juste après sur la composition et pourquoi il est, préservant pour notre peau et pour, nos muscles et tendons. Comment ça fonctionne là, justement, sur cette diffusion? Il y a peut-être plusieurs canaux, donc je te laisse les expliquer. Ouais, alors déjà, il y a le site internet, donc ça c'est, notre site e-commerce. On a 3 revendeurs pour l'instant, un dans le 12e arrondissement, un sur Charenton et un juste à côté de Bordeaux. Et l'idée là, dans les prochains, mois, c'est d'accentuer ça. On est en train de faire des PLV pour pouvoir justement aller chercher les magasins de sport notamment. Il y a aussi les événements, donc ça arrive qu'on soit sur des événements sportifs ou non sportifs. La preuve là, on va être sur la Foire de Paris jusqu'au 11 mai.
c'est pas forcément qu'un public sportif, mais ça fonctionne quand même très bien. Et ensuite, bah, il y a du coup tous ces tests, en running club ou enfin là, c'est surtout des running clubs, mais en fait, on va étendre ça à n'importe quel type de sport. Et on est en train du coup de recruter, des animateurs qui vont pouvoir aller un peu partout en France, faire ce travail, d'aller présenter le produit, d'aller leur faire tester en post, entraînement, et du coup de faire diffuser encore parce que c'est vrai qu'on a un produit qui, convertit très bien une fois qu'il est testé. Donc l'idée, c'est de faire tester à un maximum de personnes, le produit. Avec quand même une durabilité, hein, pour expliquer un petit peu aux auditeurs et ils iront sur le site voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est comme un stick à lèvres dans lequel vous avez, une capsule qui se retire. Donc là, c'est ce côté rechargeable et tu l'as dit, hein, on souhaite, préserver la planète donc la capsule, elle va pouvoir se recycler et puis ensuite on tourne la petite molette et on applique, sur, ses mollets, sur ses cuisses le petit baume. Ce qui fait que si on ne veut pas forcément se masser après l'application, ben, on n'en a pas plein les mains. Enfin, moi, je me rappelle des huiles que l'on peut mettre, derrière, comme tu l'as dit, il faut, un point d'eau pour pouvoir se laver ou les baumes qui vont être également chauffants, donc attention à ne pas en mettre dans les yeux. Là, avec, le côté stick, on peut l'appliquer, petit mouvement circulaire sur les mollets et on est parti pour, la séance ou pour sa course derrière. Donc il y a un côté très pratique et pour tout te dire, Mmh. Charlotte, je l'ai emmené en Angleterre. On a marché pendant, 4 journées et le soir, bah, j'avais des mollets, tout détendus parce que, ben, avec le petit baume, il y a un côté, rafraîchissant également, donc c'était sympa. Et l'avantage aussi, c'est que comme on a une base de beurre de karité et d'huile de coco, du coup, dans la formule, en fait, même si vous massez, derrière le produit, ça va pénétrer, en fait, dans vos mains, donc vous avez 0 résidu gras, en fait, qui reste, derrière. Sur la composition, parce que les auditeurs veulent tout savoir, tu nous dis que c'est quelque chose qui est bon pour la peau. Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez, utilisé comme formule? Si tu souhaites la détailler, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Alors du coup, on a une base de beurre de karité et d'huile de coco avec une cire végétale, et ensuite on a de l'arnica et on a 5 huiles essentielles à l'intérieur. On a menthe poivrée, poivre noir, cajeput, goulterie et un petit peu de camphre. Ça permet de délasser un peu, les muscles. En fait, à la base, je l'avais pensé vraiment comme un produit, avant. Parce que c'est vrai que moi, le baume chauffant, je l'utilisais surtout, avant, mais j'en avais marre d'avoir des courbatures en allant en compétition. Donc je m'étais dit: «Bah, on va mettre aussi des ingrédients un peu pour apaiser». J'avoue, mon cerveau a mis un peu de temps avant de comprendre que si ça m'apaisait avant, ça pouvait aussi me détendre les muscles, après. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients qui l'utilisent pour les 2. Alors, en termes de durée de vie, le baume tel que vous le présentez, alors c'est quand même beaucoup plus gros qu'un stick à lèvres, hein. On est, vraiment Ouais, sur c'est un plus un contenant déodorant. qui tient dans la main. Comme un déodorant, exactement, un petit déodorant. On l'utilise pendant combien de temps? Quelqu'un qui viendrait à pratiquer régulièrement, plusieurs fois par semaine, la durabilité de ce baume? Ouais, alors c'est un 70 grammes et du coup, on dit que si on l'utilise quotidiennement, on est sur 5 à 6 mois d'utilisation. Et en général, les gens commencent à acheter une recharge plutôt vers 7, 8 mois parce que bon, tout le monde l'utilise pas, tous les jours et après, une fois qu'on a commencé à l'appliquer, on peut le garder, enfin il est bon en fait, pendant 18 mois. D'accord, donc la durabilité, elle est quand même présente. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec, les toxicologues que vous avez entre guillemets, mis à l'ouvrage pour savoir s'il y avait pas un développement de bactéries ou de choses comme ça. Donc, C'est ça. 18 mois, c'est quand même assez long, mais comme tu dis, si on l'utilise quotidiennement, on n'ira pas jusqu'à ces 18 mois. Et en fait, ça peut durer aussi «longtemps» entre guillemets parce qu'on n'a pas d'eau à l'intérieur, donc il y a pas de développement de bactéries possible, sur le produit. Dès que vous avez, des gels ou des crèmes, il y a de l'eau à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut se laver les mains avant de mettre, sa main dans son pot. On le fait jamais en tant que sportif, hein, mais normalement on devrait, parce que du coup, il y a potentiellement une prolifération des bactéries qui peut se faire. Et pour arriver à la formulation vraiment définitive, parce que là, je l'ai sous le nez, c'est pas très agressif, c'est quand même très, très doux comme, comme odeur. Là aussi, ça a nécessité des, ajustements, des testings avec les personnes auxquelles tu as soumis, ce baume. Comment vous êtes arrivés jusqu'à la formule finale? Parce que ça doit être difficile de se dire, «Là, on est vraiment dans la bonne formule et c'est ce produit-là qui va sortir». Bah, en fait, comme on le fait tester à 30 sportifs, on leur pose des questions sur la sensation de chauffe, sur l'efficacité, sur, la texture, est-ce que ça laisse les mains grasses ou autre. Bah, en fait, au fur et à mesure des tests, il y a une note, en fait, du produit qui se fait, sur les 30 sportifs et c'est à partir de ce moment-là où on décide, d'arrêter. En vrai, j'ai la dernière formule, la 6e qui est celle, du coup, qu'on a actuellement, je l'ai lancée un peu en sachant que ça allait nous mettre en retard mais
Je voulais qu'on fasse un dernier test, au vu des retours qu'on avait eus et au final, j'ai bien fait. Mais en fait, c'est purement de la notation. Ils notent un peu, chaque critère, en fait, qu'on a et quand on voit qu'on a un produit, qui, satisfait, il me semble que c'était 4,6 sur 5, que nos bêta-testeurs avaient fait. Bon, bah, là, on décide, de passer, à la production et au final, on n'en est pas trop loin parce qu'aujourd'hui, on est noté à 4,8 sur 5, je crois, si je me trompe pas. Mais donc c'est vraiment, purement plein de critères. Ils ont, un form, en fait, un Google Form dans lequel ils remplissent, ils font leurs petits commentaires. Nous, on les retransmet, en fait, au laboratoire et basé sur ça, ils nous proposent des améliorations de formule. Nous, ce qu'on a surtout dû retravailler, c'était cette sensation de chauffe parce que du coup, nous, on voulait pas, qu'elle soit, hyper intense, surtout qu'on a retiré les ingrédients irritants. Donc déjà, ça pouvait pas être aussi intense. Mais, nos bêta-testeurs avaient quand même besoin de sentir un minimum, très, très léger, cette sensation. Donc en fait, avec les actifs qu'on a à l'intérieur, on a joué un peu sur les quantités pour quand même, arriver à cette modification-là. Mais c'est vrai que sur la texture, on est par exemple arrivé très vite, à ce qu'on voulait. Aujourd'hui, tu l'as dit, vous êtes, présent sur les réseaux, vous avez, la volonté de développer par, des événements, de futurs points de vente. Est-ce que tu as vu certaines limites à cette, petite marque naissante qu'est Isom? Parce que quand tu as des gros mastodontes qui poussent avec de la pub, les produits, ben, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Ou est-ce que finalement, tu suis ce rythme de croisière et le bouche à oreille fait son travail, peut-être pas aussi rapidement qu'une grosse campagne, de pub, bien évidemment. Oui, bah, je pense qu'en vrai, la seule limite qu'on a vraiment, c'est le côté financier parce qu'effectivement, on peut pas mettre autant d'argent en marketing, que, nos gros concurrents. Maintenant, c'est vraiment la seule limite que j'aurais. On suit très bien notre rythme de croisière. Tous les mois, on voit qu'on fait des progrès, que ça avance et en fait, on a un produit qui fonctionne hyper bien en bouche à oreille. Le mois dernier, on a vendu, autant sur le site qu'en direct. En fait, quand je croise quelqu'un et que j'en parle et que je leur fais tester, en fait, les gens achètent très vite. Donc en fait, plus on a de clients, en fait, qui achètent le produit et plus on a des clients qui viennent de la part du bouche à oreille. Et ça, c'est aussi très fort parce qu'en fait, c'est une chose, hein, de pouvoir vendre le produit une première fois, mais en fait, s'il arrive à convertir par du bouche à oreille, on sait que c'est des clients qui vont rester dans le long terme et qui vont racheter le produit parce qu'en fait, ils sont vraiment convaincus et c'est pas juste une pub qui leur a fait dire: «Ah bon, vas-y, on va tester». C'est parce qu'ils ont pu tester en amont le produit avec leurs proches, qu'ils se sont dit: «OK, ça, c'est un bon produit, on va continuer». Et moi, c'est plutôt ça que je cherche plutôt que des gens qui vont acheter, une fois et ensuite qu'on va perdre. Mais c'est plutôt des gens, surtout avec le format du rechargeable, hein, qui vont, venir et qui vont, continuer à acheter. Donc oui, financièrement, forcément, on peut pas faire autant de pubs, on peut pas faire, autant d'événements, on peut pas être sur le marathon de Paris, par exemple, ou autre, on n'a pas les finances pour ça. Mais le côté communauté, du coup, aide beaucoup, à vendre derrière. Et tu respectes les 3 engagements que tu t'étais fixés au démarrage. Ce côté donc 100 naturel, le côté éco-responsable avec le côté rechargeable et les produits qui sont finalement, adaptés pour les sportifs avec une composition qui est quand même, relativement saine. Donc, là, tu as un produit qui est en phase avec, l'idée qui a germé dans ton esprit il y a, plus de 2 ans et demi maintenant. C'est ça, exactement. On a pu, respecter ça. Sur le côté éco-responsable, on essaye, toujours d'aller chercher, plus loin, même dans des détails auxquels on pense pas. Mais par exemple, le rembourrage de nos colis, on n'en a jamais acheté nous, on le récupère toujours de colis déjà existants parce qu'en vrai, ça sert une fois et ensuite on le met à la poubelle alors qu'en fait, ça peut toujours se réutiliser et on essaye vraiment d'optimiser un peu sur tous les aspects, ce côté-là. Et puis, à l'avenir, l'idée, c'est qu'on ait, toute une gamme de produits, donc toujours 100 naturels, toujours éco-responsables, et toujours créés avec des sportifs parce qu'effectivement, certains produits, on a l'impression qu'on a un peu oublié le côté sportif, dedans et que c'est juste un laboratoire, en fait, qui l'a créé pour nous et du coup, on l'utilise pour ça. Mais je pense que c'est hyper intéressant d'avoir les retours, de sportifs, qui pratiquent actuellement et qui utilisent ce genre de produit. Est-ce que tu as rencontré, Charlotte, dans toute cette aventure, des montagnes russes émotionnelles? Tu vois, des choses qui t'ont, vraiment, réjoui à un moment donné, puis à d'autres moments, la motivation était peut-être un petit peu moins importante parce que, coup dur, parce que, embûche. Comment on traverse cette, aventure de la création d'entreprise et de ce produit à destination des sportifs? Ah ça, c'est tous les jours, hein, les montagnes russes, je pense qu'on demande à n'importe quel entrepreneur, c'est tous les jours. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que mon travail, c'est pas de vendre des baumes, mais c'est de régler des problèmes toute la journée.
Donc on en a systématiquement. Évidemment, il y en a des un petit peu plus, importantes. Typiquement, nous, la recherche de financement, ça a été quelque chose qui était assez difficile. J'ai mis 1 an à trouver, des financements en banque. Donc forcément, pendant 1 an, tu dois prouver, ta valeur, tu dois prouver que tu es capable de faire. C'est hyper, difficile et bah, entre-temps, tu as des problèmes de production, tu as, les clients à gérer, enfin tout le reste, à développer. Et en vrai, au début, j'arrivais pas trop à gérer, et aujourd'hui, je pense que c'est surtout, s'écouter, écouter ses émotions. Enfin, j'ai pas de problème à aller, dans ma chambre rapidement, pleurer un coup et ensuite, bah, en fait, on y retourne. Je pense que la pire chose à faire, c'est de garder ses émotions pour soi, et de faire comme si elles existaient pas. On a ce truc dans l'entrepreneuriat en France où on a l'impression qu'on doit être des rocs, on est des robots et rien peut nous atteindre, mais en fait, c'est pas vrai et le fait de pas écouter ses émotions, ça nous bloque plus que ça nous fait avancer. Enfin, moi, depuis que j'accepte, en fait, juste, d'aller me poser et d'accepter mes émotions, ensuite, je sais que je me relève et je vais abattre le travail que j'ai à faire. Là où on a tendance à se bloquer quand on garde nos émotions et ensuite, c'est aussi, apprendre à bien se connaître. C'est-à-dire que, bah, parfois, on a besoin aussi, de lâcher du lest, on a besoin de se reposer. Là, je l'ai bien vu, je suis partie, 4 jours, à La Rochelle pour me reposer. J'étais malade les 2 premiers jours parce qu'il fallait que toute la pression, des derniers mois, redescende. Mais en fait, c'est plein de petits trucs comme ça, il y a pas de après, il y a pas de choses magiques à mettre en place, hein. J'ai des entrepreneurs qui vont voir des psys, faut trouver un peu ce qui mais en tout cas, faut, accepter ce côté émotionnel pour pouvoir, avancer. Parce que vraiment, le matin, on se réveille, on a une trop bonne nouvelle, 2 heures après, on en a une mauvaise et puis 3 heures après, on en a encore une bonne et en fait, notre journée, c'est vraiment, bah, des montagnes russes, tout le temps. Donc moi, je pense que le côté émotionnel est hyper important sur ça. Il faut juste, choisir la bonne façon pour soi, en fait, de le gérer. Alors tu le disais en off, hein, 4 jours de vacances et ce matin, c'est la reprise. Le téléphone n'arrête pas de sonner et ça va être, des choses à traiter, assez rapidement. Est-ce que tu arrives encore à t'entraîner autant qu'il y a quelques années quand tu as débuté ta pratique de l'athlétisme? Ou est-ce que c'est plus difficile, toi, de concilier cette charge mentale que tu as en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui de pouvoir avoir, des performances sur la piste avec, des chronos qui continuent à descendre? La première année donc du lancement là, j'avoue que j'ai un peu enfin pas lâché, mais je me suis beaucoup moins entraînée. C'était beaucoup plus difficile. On entre dans une autre phase où il faut aller sur la commercialisation, il faut travailler encore plus, et sur des sujets qui sont parfois un peu plus complexes, donc j'avais beaucoup de mal et puis en plus, bah, c'est vrai quand on s'entraîne dans un groupe, on a entraînement tous les soirs, sauf que, bah, parfois moi le soir je travaille. Donc c'était assez complexe. Après là, depuis 2 mois, j'arrive quand même à reprendre. Simplement, j'adapte avec mon travail. C'est-à-dire que, bah, parfois je m'entraîne pas le soir, je m'entraîne le matin. Parfois, bah, il y a une journée où juste je peux pas caler un entraînement et ben, on adapte le lendemain. Et du coup, ce côté un peu personnalisé autour de mon travail me convient très bien maintenant. Mais c'est pour ça que j'hésite un peu à retourner potentiellement dans un groupe, d'entraînement parce qu'en fait, mon travail, il est pas, de 8 heures à 17 heures. Il peut parfois, finir très tard. Donc tant que j'adapte et que je m'écoute moi, ma fatigue, mes besoins, il y a pas de souci. Là, je vois que j'arrive à retourner à l'entraînement, 4-5 fois dans la semaine. Mais si par contre, je fais pas attention à ça, alors là, c'est pas possible et ça me l'a bien montré, sur l'année qui s'est écoulée, c'est pas possible. On peut pas tout faire de toute façon. Mais tu as quand même besoin de ces séances pour, peut-être te vider l'esprit ou réfléchir à des problématiques qui, sont survenues, quelques heures ou quelques minutes auparavant, avant la séance. Oui et puis moi, je suis de mauvaise humeur quand je fais pas du sport. Voilà, je le sens très vite. Je Bon, bah, deviens ce matin, ça tendue. va alors. Tu es plutôt de bonne humeur, tu es reposée au retour des Oui, un peu. vacances donc ça va. Charlotte, tu disais tout à l'heure, le monde de l'entrepreneuriat, c'est quand même pas si simple. Tu as dû prouver ta valeur auprès des financiers, auprès des partenaires qui ont pu justement t'ouvrir, des portes. Comment tu expliques que dans notre pays, ce soit si difficile alors qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, qu'ailleurs, des jeunes entrepreneurs vont pouvoir se révéler assez rapidement sans que ça pose autant de difficultés? Est-ce que c'est notre système qui est comme ça? Est-ce que c'est notre mentalité sur le plan, de la nation qui fait que c'est parfois difficile de faire confiance à une jeune entrepreneur comme toi qui, a un beau projet et qu'on ne va pas forcément accompagner ou à qui on va mettre quelques barrières? Je pense que c'est un peu des 2. Le système est quand même assez, alors
Il est généreux et en même temps il est complexe. C'est-à-dire qu'on a quand même accès à des subventions, on a accès effectivement à des incubateurs, qui vont être financés par l'Europe ou par la France. Donc il y a ce côté assez généreux, mais il est aussi très complexe, déjà parce que tout le monde n'y a pas accès, tout le monde ne connaît pas. Moi, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs qui savaient pas qu'ils pouvaient aller en incubateur, alors que c'est vrai que moi, j'ai quand même mis assez vite, «le pied» entre guillemets dans la startup nation, où, c'était assez, logique de passer, par là. Les démarches aussi, sont, compliquées. Il y a énormément de règles et c'est vrai que, bah, quand on est jeune, on n'a pas forcément de recul sur, toutes, ces règles-là et ensuite, je pense qu'il y a aussi un côté, très sociétal où, on aime voir des jeunes réussir, mais on aime quand ils sont en train de réussir. Avant ça, on a un peu du mal à leur faire confiance parce que, on est dans une société où on pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour réussir quelque chose, et du coup, quand on voit une jeune, qui est en plein milieu de son master, qui est même pas encore diplômée, qui a encore jamais travaillé en entreprise, bah, en fait, on la challenge parce qu'on n'est pas sûr et certaine, qu'elle va pouvoir, tenir sur la distance et créer, monter une entreprise, la développer, faire du chiffre d'affaires. Et après, alors moi, je l'ai très peu ressenti, mais c'est quand même arrivé avec un des banquiers avec qui j'avais discuté. C'est ce côté, où, je suis une jeune femme, et j'avais l'impression d'aller dans le bureau du proviseur. Je n'ai jamais été dans le bureau du proviseur, hein, mais vraiment c'est l'impression que j'avais à chaque fois que j'allais le voir. Il y avait tout le temps un truc qui allait pas et il me faisait sentir qu'il fallait que je prouve 2 fois plus, ma valeur, quoi. Mais donc je pense qu'il y a à la fois le système et à la fois le truc sociétal. Il y a des pays dans lesquels, on valorise énormément le fait, d'avoir le culot, parce qu'il faut quand même pas mal de culot, hein, pour se lancer en entrepreneuriat, et il y en a d'autres comme en France où c'est un peu moins valorisé. Moi j'ai eu de la chance, ma famille m'a beaucoup accompagnée, mais la plupart des entrepreneurs que je connais, leur famille, n'arrête pas de leur dire qu'il faut choisir, quelque chose de plus sécuritaire, que, il faut, Faut un vrai travail peut-être. voilà, exactement, c'est ça, un vrai travail et nous on fait pas un vrai travail, mais il faut trouver un vrai travail. Donc je pense qu'il y a des 2, mais c'est vrai que, on l'entrepreneuriat, surtout quand on est jeune, est quand même assez difficile, à cause de tout ça. Est-ce que tu interviens ou tu transmets justement ton expérience à des jeunes qui sont comme toi ou comme tu l'as été en formation, en master, en licence pour leur dire que c'est possible et qu'ils ont, tout intérêt à croire en leurs, rêves, en leurs ambitions? Je voyais une citation qui disait que la différence entre, le rêve et l'accomplissement, c'était une date. Il faut juste se laisser peut-être un petit peu de temps et toi, ça a mis 2 ans et demi pour, que ça puisse arriver. Mais est-ce que tu as cette volonté, maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière en tant qu'entrepreneur, bah, de revenir peut-être, dans ton école ou auprès de jeunes pour, transmettre ces conseils et leur expliquer un petit peu, bah, comment on crée une entreprise, comment on crée un produit à partir de quelque chose qui était une idée, une passion, mais qui aujourd'hui, c'est solide. On l'a dans la main et il existe. Oui, carrément. Ça m'arrive assez régulièrement de retourner en école ou en université, d'être invitée, pour, parler de ça, de mon expérience et je trouve ça hyper important parce que, heu, moi, j'ai découvert que je pouvais, avoir le statut d'étudiant entrepreneur juste parce que sur internet, je tapais, étudiant et auto-entrepreneur. Je voulais savoir si on pouvait avoir les 2 statuts. Mais par exemple, les étudiants ignorent qu'on a un statut qui est donné par l'État d'étudiant entrepreneur et qui peut amener à pas mal, d'avantages. Moi, typiquement, en master, j'ai jamais fait un stage en entreprise. J'ai toujours fait 6 mois de stage dans mon entreprise, dans mon projet. Ça, c'est des opportunités juste incroyables, qu'on a et qu'on partage trop peu. Donc j'essaye de régulièrement retourner, parler avec des jeunes pour les pousser à tester. En plus, honnêtement, je pense que les études, c'est le meilleur moment pour tester. On a Bon alors ça dépend effectivement, il y en a certains qui sont dans des situations où c'est pas forcément possible, mais je trouve qu'une fois qu'on est dans le monde du travail, c'est difficile d'arrêter. On a un salaire, on a, toutes ces petites habitudes qui vont s'installer et ensuite d'arrêter pour, revenir à la précarité, hein, parce qu'au début de l'entrepreneuriat, c'est ça, hein. Je trouve que c'est un peu plus compliqué alors qu'en études, on peut tester pas mal de choses. Donc je trouve que c'est important d'aller effectivement parler aux jeunes et les motiver, à tester au moins. L'entrepreneuriat est pas fait pour tout le monde, mais il faut avoir testé, je pense, pour le savoir. Quel regard aujourd'hui tes proches, tes parents portent sur, cette, Charlotte entrepreneur après, bah, de nombreuses semaines, de nombreux moments où ils ont peut-être été là pour, t'accompagner et te réconforter? Je pense qu'ils ont vu quand même l'évolution aussi que j'ai eue moi, en tant que femme, depuis que j'entreprends. Je pense qu'ils sont, assez impressionnés.
et en même temps, c'est le quotidien, c'est normal quoi, c'est un travail comme un autre que j'ai. Mais ils sont assez impressionnés par toutes les opportunités qu'on peut avoir. C'est vrai que souvent, il y a une partie quand même du métier d'entrepreneur, tout ce qui va être, enregistrer des podcasts, faire des conférences ou des choses comme ça, et c'est des choses qui sont hyper valorisées sur les réseaux et du coup forcément aussi dans leur tête à eux, et du coup qu'ils trouvent, assez incroyables. Mais il y a aussi du coup, ils me voient aussi dans les côtés un peu plus compliqués et ils ont ce côté un peu, pas des étoiles dans les yeux, mais ils sont impressionnés quand même par ce qu'on est en mesure de faire et c'est vrai que quand on n'a pas d'entrepreneur autour de nous, on ignore un peu, toute la charge de travail et tout ce qu'il faut faire pour créer une société donc il y a toujours ce soutien, mais il change aussi parce que, quand j'ai commencé à entreprendre, j'étais beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée, là où je suis, entre guillemets, «beaucoup plus positionnée», aujourd'hui. Enfin, j'ai pas trop peur de prendre la parole, ou d'entrer dans une pièce ou autre. Donc il y a quand même une évolution, qu'eux ont vue, et qui fait que, du coup, ils sont assez impressionnés par la chose. Et en dehors de cette affirmation, de cette posture, hein, tu dis moins de timidité, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui t'ont fait évoluer sur le plan personnel par, ce chemin de l'entrepreneuriat autour d'un projet sportif? Ah en vrai, je pense on change pas du tout au tout, mais quand même sur beaucoup de choses, sur la résilience. Je pense que le rapport aussi à nos proches, change un peu. On a un métier qui est quand même, assez prenant et du coup, on a parfois moins le temps d'aller voir nos proches, mais du coup, moi, je sais que je prends quand même le temps, du coup, de plus en plus d'aller, parler avec mes parents, de prendre du temps avec ma sœur parce que, en fait, sinon on a la tête que dans le boulot. Je vois bien que même, émotionnellement, de manière générale, je gère les situations, bien différemment maintenant. Je pense que ça nous change de manière générale. En fait, on grandit autant notre boîte grandit, autant nous, on grandit aussi et du coup, sur plein de choses, on prend en maturité aussi, beaucoup et après, il y a aussi le côté, très stratégique. On réfléchit beaucoup plus de manière stratégique, sur plein de sujets. J'ai toujours un plan A, B, C, D dans ma tête pour n'importe quel, sujet, mais parce que j'ai pris l'habitude avec l'entrepreneuriat d'avoir ça. Tu arrives à prendre du recul un petit peu sur, peut-être des décisions, sur, des orientations, en déléguant peut-être? Parce que la difficulté parfois, c'est aussi de lâcher un petit peu de son bébé, de son produit qu'on a créé, vraiment de toutes pièces. Est-ce que ça, tu es prête à le faire pour faire grandir cette marque Isom Athlétique? Ouais, petit à petit, j'ai quand même commencé à déléguer un petit peu et je sens que je suis de plus en plus, prête à le faire. Évidemment, il faut que ce soit structuré, mais là, par exemple, avec, l'idée du coup de recruter des animateurs, on sera pas avec eux, hein, quand ils feront les tests, running, donc c'est juste de les former, de leur faire confiance. Mais ça, c'est quelque chose que honnêtement, il y a encore 6 mois, je pense que j'aurais trouvé inconcevable. Alors que là, je suis plutôt sereine avec cette décision-là, et de toute façon, il le faut à un moment donné, il faut que ça se détache aussi, de moi. C'est important, et ça se trouve, dans un mois, on en rediscute et je te dirai: «En fait, c'était pas une bonne idée, pas tout de suite, j'étais pas prête». Mais de toute façon, c'est un peu ça, l'entrepreneuriat aussi, c'est prendre des risques un peu tout le temps donc déléguer, ça fait partie aussi de la prise de risque donc j'espère que ça se passera bien, mais il y a pas de raison. Mais c'est sûr que ça demande quand même un certain recul. Après moi, je m'auto-analyse beaucoup quand même, et je suis très à l'écoute des retours, qu'on peut me faire. Donc je pense que ça aide aussi, à pouvoir, avancer rapidement sur ce genre de sujet. Alors, tu évoquais, Charlotte, tout à l'heure, la volonté de développer la gamme de produits, au sein de d'Isom Athlétique. Est-ce que tu as des idées, des pistes de produits? Sans peut-être tout dévoiler, parce que sur un plan stratégique, faut peut-être Mmh. pas tout dire, mais, vers, quel type de produit tu souhaites te diriger? Est-ce que tu as déjà, par ces retours d'expérience, par, ce contact terrain, eu des idées nouvelles pour, étoffer la gamme? Alors, j'ai pas encore décidé quel serait le prochain produit, mais effectivement, on nous a proposé, plein de choses. Des baumes anti-frottement, un baume de froid, un gel douche, mais ça, j'avoue qu'il faudrait que je regarde d'un point de vue science parce que je suis pas sûre que ça ait vraiment un intérêt, courbature, en vrai, ce genre de produit-là, mais si c'est le cas, on en fera peut-être un jour. On nous avait proposé quoi d'autre? Il y en a qui aimeraient avoir des versions un peu pailletées, des produits. Il y a quand même pas mal de retours, qui se font. Juste pour l'instant, j'ai pas encore décidé et puis, aussi pour une question de financement parce que du coup là, je suis pas prête à retourner, chercher de l'argent, en banque. Mais en fait, nous en cosmétique, on a, un minimum de commande de 10 000 unités pour les packaging, donc en fait, faut sortir beaucoup d'argent tout de suite. Donc j'attends de voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir, financer, cette partie-là. Parce que autant le laboratoire, on peut le payer, autant les packaging, ça risque d'être un peu plus compliqué.
Qu'est-ce que tu attends de cette, visibilité autour de la foire de Paris? Là, il y a pas que les sportifs qui vont pouvoir être touchés, c'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent utiliser au quotidien ton baume pour la chauffe et pour la récupération. C'est ça. Aujourd'hui, on a 60 de notre clientèle, donc c'est vraiment que des sportifs et on a 40 de personnes, en fait, qui sont pas sportifs du tout, mais qui vont, soit dans le cadre de leur travail, porter des charges lourdes, faire des gestes répétitifs, ou en tout cas commencer à avoir, des douleurs, ou alors même des personnes, âgées, en fait, qui ont des douleurs, liées à l'âge, et qui l'utilisent du coup juste pour le côté apaisement des tensions, qui est du coup hyper efficace, parce que l'année dernière, donc on avait fait une semaine sur la foire, les gens testaient et arrêtaient pas de nous dire: «Bon, bah, on va faire un petit tour et si ça fonctionne, on revient». Dans 98 des cas, au bout de 5-10 minutes, ils étaient à nouveau sur le stand en train de nous dire que ça fonctionnait et en train d'acheter le produit. Donc ça permet aussi d'étendre, en fait, le produit. En fait, j'aime le fait que le produit, il aide les gens. Donc même si c'est vrai qu'à la base, je l'ai fait pour les sportifs et que c'est ma cible principale, j'aime le fait qu'on ait, des gens, qui puissent, vraiment, entre guillemets, «remarcher», avec ça. En fait, ça me fait penser à on avait vendu, à la Poste. On avait un stand à la Poste, donc effectivement pas du tout cible sportive, uniquement. Et en fait, on avait un client qui était revenu et qui était passé et qui nous a dit: «Ah bah, maintenant je peux remarcher bien et je peux presque recourir, grâce au baume». Et du coup, bah, forcément, ça fait hyper plaisir de pouvoir aider des gens, au quotidien. Des gens qui souvent, en plus, ont tendance à se dire: «Bon, bah, les douleurs, c'est normal», alors que c'est pas le cas. Que ce soit lié au travail ou à la vieillesse, hein, peu importe. Donc ça nous permet forcément d'entourer et puis, bah, en fait, mine de rien, il y a beaucoup de sportifs, hein. C'est juste qu'ils se catégorisent pas comme athlètes, mais il y a beaucoup de gens qui font du sport et qu'on rencontre aussi sur la foire. Et ce contact-là, sur le terrain, c'est ce qui doit te plaire également, de pouvoir ressentir un petit peu la tendance de ce que les gens, si c'est des utilisateurs ou si c'est des futurs acheteurs, bah, de te dire, «J'ai, vraiment là ce contact terrain qui manque». Parce qu'on voit des fois des entrepreneurs qui sont un petit peu déconnectés ou qui ont une idée un petit peu, pas lunaire de leur produit. Là, toi, tu es vraiment sur quelque chose qui est déjà solide et en plus avec des retours terrain qui sont très importants et qui te permettent d'avancer. Parce que tu l'as dit, hein, on se sert finalement de ces retours de terrain. Ah oui, mais ça, c'est hyper important. Moi, j'adore faire ce genre d'événement. Alors, c'est très prenant, émotionnellement en termes de fatigue, mais par contre, c'est vrai que c'est toujours d'hyper bonnes, interactions. Même, bah, mon équipe, qui était là l'année dernière à la foire, il y en a certains qui reviennent nous aider cette année sur la foire aussi parce que justement, en fait, on a tellement d'interactions positives. Franchement, 98 c'est des interactions qui sont très positives et en fait, qui donnent envie encore plus de travailler, de se donner pour le projet et puis de toute façon, je pense que c'est hyper important, on peut pas développer une marque sans aller à la rencontre de nos clients. Donc plus on peut le faire, surtout au début et surtout quand on n'a pas beaucoup de budget marketing, et mieux c'est. Et moi j'adore ça vraiment et puis en plus, ils l'utilisent tous pour des raisons différentes. Enfin, ils parfois, c'est même eux qui nous créent des arguments, marketing, en fait, auxquels on n'avait pas forcément pensé, mais dans leur retour, ils nous les donnent. Donc non, moi j'adore vraiment le fait de pouvoir leur faire tester, discuter avec eux, je trouve ça hyper important. Dans ce monde de l'entreprise ou du sport est-ce que tu as des personnes qui ont été une source d'inspiration, des modèles que tu as voulu peut-être, suivre ou qui, par leur, parcours, ont pu te donner l'envie d'aller vers, ce chemin-là d'entrepreneur sportive? Ça peut être entrepreneuse même, en 2 mots. Est-ce qu'il y a des gens qui, ont servi de modèle pour toi? Bah, je pense qu'il y en a beaucoup. Après j'ai jamais, eu, une personne vraiment, qui m'a inspirée. Je pense qu'on peut trouver de l'inspiration un peu dans tout le monde, donc je pense que je prends un petit peu, par-ci par-là de l'inspiration dans les personnes que je côtoie ou dans les personnes, que je peux suivre sur les réseaux, parce qu'il y en a effectivement, qui sont assez sympas à suivre et qui ont eu de beaux parcours. Mais j'ai pas forcément une personne en elle-même, je pense qu'on peut vraiment tirer de l'inspiration de tout le monde. Charlotte, si tu avais 3 conseils à donner aux auditeurs pour, optimiser leur préparation à l'effort ou leur récupération et d'intégrer peut-être, ce baume chauffant dans leur routine, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour que ce soit optimum dans la pratique au quotidien d'un sport ou d'une activité physique? Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas forcément que des sportifs. Ça peut être, des gens qui font de la marche, qui font de la randonnée, qui, ont des besoins particuliers. Mais, pour soigner sa préparation à un effort et la récupération, quels conseils tu pourrais nous donner? Bah, pour moi, les 3 conseils, principaux, c'est, une très bonne hydratation. On s'hydrate jamais assez, on a toujours l'impression de bien s'hydrater, mais en fait, c'est pas le cas. Donc toujours boire un petit peu plus. Le sommeil,
Ça passe, forcément par là. Si on dort mal, on se prépare enfin, on peut s'échauffer autant qu'on veut, hein, on va finir par se blesser et forcément le côté, massage, je pense que, notre corps, surtout quand on fait beaucoup de sport, a besoin d'être accompagné. Donc d'où l'intérêt aussi d'utiliser le baume chauffant Isom en récupération. Le massage est hyper important, pour, délasser, pour pouvoir enchaîner et parce que votre corps, bah, il a besoin d'un peu d'aide quoi quand vous, le sollicitez au maximum. Mais pour moi, c'est les 3 conseils les plus importants qui permettent à la fois une bonne préparation et une bonne récupération et du coup, de manière générale, de bonnes sensations, sportives. Hydratation, sommeil et massage. Et je trouve que le massage peut faire partie d'une routine. Ce terme routine qui est souvent décrié à tort comme quelque chose de négatif, Mmh. bah, de s'accorder du temps par, un massage ou par cette préparation à l'effort également, je trouve qu'il y a des choses à tirer de ce mot routine. Donc je sais pas si tu l'intègres toi dans tes pratiques, mais, je trouve que c'est quand même très intéressant. Oui, non, je suis d'accord. En plus, là, je discutais ce week-end avec, une cliente aussi qui disait qu'elle, c'était vraiment devenu une routine. Avant le sport, elle veut même pas commencer sa séance sans en avoir mis parce qu'elle veut être sûre d'être, bien chauffée au-delà de son échauffement et c'est du temps aussi qu'on passe avec, soi-même. On a tendance à courir un peu dans tous les sens quand on est sportif et qu'en plus de ça, on a une vie pro à côté et cetera et le fait de passer un peu de temps à se masser et tout, c'est aussi un temps qu'on passe à juste, se reconnecter et souffler un bon coup plutôt que de courir dans tous les sens et dans une société comme la nôtre où on a tendance à aller, vite tout le temps, c'est hyper important. Charlotte, je vais te poser la traditionnelle dernière question du podcast et là, tu vas me dire si, il existe quelque chose qui peut rentrer dans ce cadre-là. Est-ce que tu arrives à faire quelque chose où tu vas être à côté de tes pompes sans qu'il n'y ait l'entreprise ou le sport? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es à côté de tes pompes? Très bonne question. Je pense, juste me poser devant une série en vrai, quand genre je suis vraiment, bah, à côté de mes pompes du coup. Je pense que c'est juste, ouais, ou cuisiner, les 2 et je le fais peut-être pas assez d'ailleurs, mais les 2 ouais, cuisiner, regarder une série, je pense que c'est plutôt relaxant, et ça a rien à voir ni avec le sport, ni avec l'entreprise, ce qui est assez rare. Ce sont ces moments de déconnexion qui, je pense, sont importants quand on est, Mmh. chef d'entreprise et comme tu l'as dit, à courir partout, au sens propre comme au sens figuré. Si les auditeurs, Charlotte, veulent, retrouver ce baume chauffant Isom Athletic, comment on peut faire? Et bah, je te laisse indiquer les canaux les plus faciles pour qu'ils puissent, passer leur commande et tester ce produit. Ouais, bah, si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver du coup sur notre site, Izom, IZOM, tiret athlétique ou alors directement sur Instagram aussi, où on est très présent. Pareil, Izom, IZOM athlétique, où vous pouvez nous suivre, on partage un peu toutes nos nouveautés et on parle pas mal, de produits de récupération. On vous donne des conseils aussi, via ce média-là. Alors moi, je remettrai un petit lien parce que tu m'as proposé un code promo. Donc pour les auditeurs, si vous avez bien écouté l'épisode jusqu'au bout, eh bien, vous retrouverez ce petit lien dans les commentaires, dans les notes de cet épisode. Charlotte, sur le plan sportif, là, cette fois-ci, quelle sera ton actualité? Est-ce qu'on reste sur une fin d'année plaisir ou est-ce que tu as quand même, des ambitions sportives pour, cette fin d'année 2026? Bah, du coup, là, il y a la saison estivale qui commence. J'aimerais bien retrouver, mon niveau d'il y a 1 an. Ce serait déjà un premier objectif, mais toujours en gardant le plaisir. J'ai besoin de prendre plaisir pour performer de toute façon. Donc ouais, retrouver mon niveau, ce serait déjà, sympa et ensuite, cet hiver, on réfléchira à baisser encore les records. Eh bien, merci Charlotte d'avoir accepté l'invitation après quelques jours de vacances. C'était la rentrée aujourd'hui, donc merci d'avoir, accordé un petit peu de temps pour, l'enregistrement de ce podcast et puis on se retrouvera pour, d'autres capsules autour du bien-être et de la récupération pour les sportifs. Merci beaucoup pour l'invitation. Et chers auditeurs, bah, je vous invite à tester bien évidemment ce baume Isom et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment.
Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.